Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Nîmes, 1952, 27 octobre, 18h30. Les consommateurs jouent aux cartes au café de la Comédie attenant au théâtre. Un agent de police cycliste faisant une ronde aperçoit une lueur. Se rend compte que le feu s'est déclaré au théâtre et se précipite au syndicat d'initiative pour prévenir police secours. Quelques minutes plus tard, la foule silencieuse qui se masse, contenue par le service d'ordre, voit avec horreur des flammes jaillir du toit au-dessus de la scène du théâtre et monter à plus de 50 mètres de hauteur dans le ciel constellé d'escarbilles incandescentes. Le théâtre, intérieurement revêtu de bois, est désormais condamné, et la foule, recueillie dans une immobilité poignante, peut voir les artistes rameutés pleurer, tout en faisant la chaîne pour éloigner les costumes qu'un courageux pompier lance d'une fenêtre. Les pierres de la corniche commencent à tomber morceau par morceau. Le grand théâtre meurt, après une vie de 2 siècles, devant la ville entière, consciente que c'est une partie de son âme qui s'échappe en flammèche. Alors la police ouvre un dossier que Jacques-Antoine a choisi de faire figurer parmi les dossiers extraordinaires de la police. Le 28 octobre, tandis que ce qui reste du théâtre de Nîmes, incendié la veille, reçoit, sous l'insolite éclat d'un soleil indifférent, l'hommage ininterrompu d'une foule consternée, l'inspecteur Bénet de la police judiciaire commence une enquête de routine. Le théâtre a flambé, certes, mais pourquoi? Il s'agit sans doute d'un accident stupide, mais lequel? Les artistes et les membres du personnel se sont rassemblés par force d'habitude devant l'entrée des artistes, devant ces ruines fumantes, où s'activent toujours les pompiers. C'est ainsi que l'inspecteur Bénet a connaissance des premiers témoignages qui font ressortir la soudaineté du sinistre. Maître Fichenet, chef d'orchestre, raconte. Nous étions dans nos appartements, ma femme et moi, en train de répéter. Soudain, nous avons entendu un crépitement insolite. « C'est la pluie ou la grêle ?» a demandé ma femme. Il me semblait que ce bruit inquiétant provenait de l'intérieur du théâtre. Par acquis de conscience, je me précipite au foyer de la danse. Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la salle même. J'ouvre donc la lourde porte métallique qui sépare le foyer de la scène. Ouh! Une bouffée de chaleur me saute au visage. En même temps, j'aperçois une lueur fulgurante du côté des cintres, côté jardin. Déjà, le plafond de la scène n'est plus qu'un brasier. Et le chef d'orchestre conclut « Je n'ai que le temps de fermer précipitamment la porte et de donner l'alarme. » Derrière la façade étrangement préservée, il ne reste qu'un amoncellement de poutrelles tordues, de murs croulants, de planchers calcinés, où règne une fièvre intense. La police recueille les témoignages. Au magasin des accessoires, un sous-lieutenant de pompiers et 2 sapeurs sont en train de diriger leur lance sur des amas de poutres encore fumantes lorsque le sol s'effondre. Les 3 hommes font une chute d'une dizaine de mètres. Comme 6 autres sapeurs ont déjà été hospitalisés, le capitaine des pompiers déclare « Certes, ce n'est pas cela qui remontera notre théâtre, mais s'il y a un responsable, j'aimerais bien qu'il soit connu. » L'incendie a gravement perturbé le circuit électrique du quartier et les employés de l'EDF essaient d'y remédier, en même temps qu'ils essaient de vérifier l'hypothèse émise par la presse selon laquelle un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Mais M. Dauby, chef électricien du théâtre qui loge sur place, n'est pas d'accord. Voici la version des faits qu'il donne à l'inspecteur Bénet. Il s'entretenait avec un machiniste lorsqu'il entendit une déflagration. Il arriva sur scène pour constater que la frise supérieure de la scène était en feu sur toute sa longueur. Une déflagration? Vous voulez dire une explosion, mais comment l'expliquez-vous? L'explosion qui m'a alerté? C'était sans doute l'éclatement de la verrière supérieure. C'est normal, affirme M. Dauby. Le vitrage est en effet conçu de façon à se briser dès que la température intérieure devient excessive. La fumée de l'incendie est évacuée ainsi, de manière à ne pas asphyxier les spectateurs si le sinistre éclate en pleine représentation. Mais aussitôt, les flammes aspirées par l'appel d'air qui s'est produit ont grandi, et ce fut le commencement de la catastrophe. Quant aux causes de l'incendie, le chef électricien est formel.
Il ne peut pas s'agir d'un court-circuit, et depuis la fin de la représentation des pêcheurs de perles, c'est-à-dire depuis 1h du matin, le courant avait été coupé partout, sauf dans la loge du concierge, le bureau de la direction, mon propre appartement, qui justement ait été préservé. M. Dauby ajoute, il aurait mieux valu d'ailleurs que le feu se déclare pendant que la scène était occupée. On s'en serait aperçu tout de suite, tandis que là, je suis intervenu trop tard. Il m'a été impossible de manœuvrer la manche d'incendie intérieure, tant la température était devenue insupportable. Selon le concierge du théâtre, le feu a bien pris, ironie du sort, à cette partie des scènes qu'on appelle le grill. Il a voulu se précipiter pour ouvrir les vannes du grand secours, mais les flammes l'empêchèrent de l'atteindre. Comme tout était éteint dans le théâtre depuis la veille au soir, et que le lundi est jour de congé pour tout le personnel, il est impensable qu'un court-circuit soit à l'origine de l'incendie. Et si ce n'est pas un court-circuit, qu'est-ce que c'est? C'est alors que la police reçoit une première lettre anonyme. Cherchez, dit cette lettre, si l'incendie ne serait pas la vengeance d'un artiste. C'est tout. Malgré sa répugnance, la police tient toujours compte des lettres anonymes. Aussi l'inspecteur rend-il visite à M. Francis Lenzi. M. Lenzi, né à Alger, âgé de 58 ans, après une respectable carrière de ténor, a été nommé directeur de l'opéra en 1949. M. Lenzi est encore mal remis de ses émotions. Il vient de vivre une nuit de cauchemar. Croyez-vous qu'un artiste de votre troupe pourrait avoir volontairement causé l'incendie, demande l'inspecteur Bénet. C'est impensable, répond M. Lenzi, après avoir hésité quelques secondes. Le commissaire insiste. Avez-vous congédié quelqu'un récemment? Oui, un jeune choriste. Mais ça ne peut pas être lui. Pouvez-vous tout de même en parler en détail? Alors, M. Lenzi raconte que quelques semaines auparavant, il est allé à Paris pour engager des choristes. Il a notamment ramené Joës Faès, le fils adoptif d'une certaine Eva Clossé, qui est d'ailleurs venu avec lui à Nîmes. Tout de suite, M. Finet, metteur en scène, et M. Fichenet, chef d'orchestre, se sont acharnés contre le garçon. Ils le trouvent minable. Il est vrai que M. Lenzi lui a fait passer 2 auditions et qu'elle n'était pas brillante. M. Aimé, le directeur financier, voulait donc qu'on le renvoie. Mais M. Lenzi, lui-même ancien ténor, et qui connaît bien la misère de son monde, a expliqué qu'il était venu de Belgique avec sa mère et qu'il faudrait peut-être attendre la saison prochaine pour décider d'un renvoi, quitte à effectuer une coupure dans son salaire. Mais messieurs Aimé et Finet ne veulent rien savoir. M. Lenzi a donc annoncé le renvoi de son fils à Eva Clossé, accablée. Et il lui a promis de l'engager, elle, à la saison prochaine, s'il le peut. C'était le lundi, jour de relâche, 18h, lorsque le comptable vient faire sa comptabilité. M. Lenzi lui a donné le peu d'argent qui revenait à son fils, avec une gratification. Eva Clossé a voulu ramasser les affaires de son fils dans sa loge, car le train pour Paris part à 21h30 le soir même. M. Lenzi a appelé Louis, le garçon de course, pour qu'il accompagne Mme Clossé aux loges. Il les a vus descendre tous deux. Depuis, aucune nouvelle. Une enquête rapide auprès des autres artistes permet à l'inspecteur Bénet de se faire rapidement une opinion sur le jeune Joës Faès. Joës, petit blondinet de 20 ans, élevé dans les jupons de sa mère adoptive, en dehors des leçons de chant qu'elle lui donne, s'amuse à découper des soldats en papier qu'il colle sur du carton. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joës n'est pas particulièrement doué. Son ambition est d'être un ténor comme Luis Mariano. Son air favori, c'est la Belle de Cadix, qu'il massacre d'ailleurs sans vergogne et sans se soucier des voisins. L'inspecteur décide néanmoins de se rendre à l'hôtel où le jeune homme résidait avant son départ. Il est très surpris de le trouver là. Ce n'est pas un jeune homme, mais tout au plus un garçonnet filiforme, sans consistance. Et le commissaire songe à abandonner cette piste. En effet, s'il était l'incendiaire, il est probable qu'il aurait pris le train dès son acte criminel accompli. Le garçon confirme à peu près le témoignage de M. Lenzi, mais nie formellement avoir mis le feu au théâtre et paraît sincère. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas parti à 21h30 » Ma mère a remis notre départ. Le commissaire n'insiste pas, la mère, Eva Clossé, n'étant pas là, il pense revenir la voir un peu plus tard. Mais, de retour à la police judiciaire, boulevard Jean Jaurès, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation d'un coupable inattendu. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, je vous l'ai dit, chers amis, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation du coupable, car il y a un coupable. Le premier événement, c'est une lettre anonyme parmi tant d'autres lettres, toutes plus farfelues les unes que les autres, qui déclare sans détail superflu
L'incendiaire du théâtre, c'est Eva Clossé. La lettre adressée à l'inspecteur est là depuis le matin même, mais l'inspecteur hésite. Eva Clossé ne peut être coupable puisque M. Lenzi l'a vu quitter le théâtre en compagnie du garçon de course Louis. Il décide donc de convoquer ce dernier pour l'interroger. Maintenant, imaginez la scène, chers amis, car tout va se jouer en quelques minutes. Il y a là, autour l'inspecteur Bénet, assis derrière son bureau, le capitaine des pompiers, debout près de sa fenêtre, le représentant des compagnies d'assurance, vêtu de noir, malgré la chaleur, et enfin un policier belge qui vient d'arriver et qui transpire à grosses gouttes. En effet, l'inspecteur a demandé des renseignements sur plusieurs artistes. Or, Joël Faès et Eva Clossé sont belges. La police belge, ayant eu à s'occuper d'eux, plutôt qu'un froid et probablement incomplet rapport, a préféré envoyer ce policier. Tous écoutent ce dernier. Va-t-il leur apporter la lumière? L'amour du théâtre lyrique est vivace à Liège, explique le brave policier, et quiconque a un peu de voix ne rêve que d'entrer un jour à l'Opéra de Paris ou à la Monnaie de Bruxelles. C'est le cas en 1906 pour une jeune fille, la petite Eva Clossé, qui vocalise à longueur de journée. Mais elle est fort peu douée physiquement et vocalement. Elle obtient pourtant au Théâtre Royal de Liège en 1930 un petit bout de rôle. Tout émue, elle foule pour la première fois les planches. C'est le plus beau jour de sa vie. Elle se fait photographier en Mireille, assise sur un tronc d'arbre, commande des cartes de visite portant simplement Eva Clossé, artiste lyrique, et devient la femme d'Henri Faès, jeune premier comique, au Théâtre Royal de Liège. C'est à cette époque qu'une sœur d'Eva, alors célibataire, a l'imprudence d'avoir un enfant. Le bébé est d'abord élevé par la grand-mère, puis, pour permettre un riche mariage à la mère de l'enfant et faire plaisir à sa femme, Henri Faès adopte le gamin qui portera désormais le nom de Henri Joès Faès. En 1934 et 1935, Eva Clossé atteint le sommet de sa carrière en jouant des rôles de duègne en second. C'est ensuite, insensiblement, par petites étapes, l'écroulement d'un beau rêve. Pour vivre, les cachets du Théâtre Royal devenant insuffisants, Eva Clossé et son mari font de la baraque, c'est-à-dire du théâtre ambulant. Là, au moins, Eva a la possibilité de jouer des rôles dépassant ses moyens. Un grand malheur doit compromettre définitivement sa faible réussite. Elle devient asthmatique, ce qui est une catastrophe pour une chanteuse. Son unique joie, c'est son petit Joël qu'elle gâte plus qu'une mère. Le bambin, plutôt malingre, grandit dans cette ambiance de comédien perpétuellement en tournée. En 1942, Henri Faès et Eva Clossé divorcent pour incompatibilité d'humeur et elle reste seule avec son Joël, espérant que plus tard, il sera un grand artiste. À ce point du récit du policier belge, l'inspecteur Bénet et le capitaine des pompiers deviennent très attentifs. Comme le portrait de la femme qui se dessine devant eux est très compatible avec celui de l'incendiaire par dépit ou par vengeance, l'inspecteur envoie immédiatement 2 policiers chercher Eva Clossé à son hôtel. Mais le représentant des compagnies d'assurance, pour qui la culpabilité d'Eva Clossé mettrait fin à tout espoir de recours, rappelle qu'elle ne peut pas être l'incendiaire puisqu'elle a quitté le théâtre en compagnie d'un garçon de course. Le policier belge demande l'autorisation de tomber la veste, s'épongeant le front avec son mouchoir, compulsant ses notes, il poursuit son rapport. Devant la détresse croissante d'Eva Clossé et son amour du métier, la direction du Théâtre Royal l'engage comme souffleuse. Elle retrouve ainsi l'ambiance des coulisses et de la scène. Hélas, blottie dans le trou du souffleur, les poussières lui brûlent la gorge, lui provoquant des crises d'asthme intolérables. Désespérée après 2 représentations seulement, elle rentre dans son modeste logement pour se consacrer uniquement à l'avenir de Joël. En attendant la gloire qui doit couronner plus tard le talent de son fils adoptif, elle se fait embaucher comme manœuvre à la Fabrique nationale d'armes de Liège, où elle fait également entrer Joël. Tous deux, après un court stage, doivent quitter la Fabrique nationale. Eva pour son asthme, Joël pour incapacité notoire. Les allocations de chômage et de maladie sont désormais leur seule ressource. Toute la journée, Eva, entre 2 quintes de toux, apprend à chanter à Joël et de temps en temps fait de la baraque avec une tournée de province. Au mois de septembre 1952, elle joue encore dans La Porteuse de pain. Seulement, comme elle est inscrite au chômage, cela se sait, et elle se voit réclamer comme indûment touchée la somme de 7 500 francs belges, ce qui motive une enquête de la police belge. C'est le coup final, il faut trouver d'urgence quelque chose, quitter Liège, elle emprunte 2 000 francs belges à sa sœur, la mère de Joël, et part pour Paris. Voilà. Voilà le rapport de la police belge, il s'arrête là. Tous les hommes se regardent. Eva Clossé n'est-elle pas une incendiaire possible? Oui, mais on l'a vu quitter le théâtre avec un garçon de course, rappelle le représentant des compagnies d'assurance.
Alors on décide d'entendre le garçon de course qui vient d'arriver. « Mais pas du tout, dit celui-ci. J'ai accompagné Madame Closset jusqu'à sa loge, mais pendant qu'elle ramassait les affaires de son fils, on m'a appelé pour aller chercher le courrier. Quand je suis revenu, Madame Closset n'était plus là. J'ai cru qu'il avait quitté le théâtre. » À ce moment, le téléphone sonne sur le bureau de l'inspecteur. Ce sont les policiers qui appellent de l'hôtel où ils sont venus chercher Eva Closset pour signaler que celle-ci s'est absentée. « Le gosse est-il là ? » ?»« Oui, alors ramenez-le. » Mais l'inspecteur a tout juste le temps de raccrocher qu'on lui annonce qu'une femme vient de se présenter et qui demande à le voir. Qui est-ce ? Eva Closset. Faites entrer. Pâle, les mains légèrement tremblantes, mais affichant un calme hautain, Eva Closset jette un regard sur les hommes autour d'elle, puis, avant même qu'ils aient le temps de se retirer, elle déclare « C'est moi qui ai mis le feu au théâtre. » Et la malheureuse raconte comment elle est arrivée avec son fils adoptif à Nîmes, toute pleine d'un dernier espoir. Comment, le soir de la première de la Juive, perdue parmi les spectateurs du poulailler, elle essayait de distinguer son protégé dans l'essaim des acteurs gesticulants minuscules, en bas sur la scène. Joësse ignorait sa présence. Ce fut la seule soirée d'Eva au théâtre. Le dimanche soir, après la 3e représentation, Joësse rentre la tête basse. On voulait le licencier pour insuffisance. « C'est à ce moment-là que vous avez conçu votre projet criminel ?» demande l'inspecteur Bénet. « Non. Mais j'ai vivement protesté auprès de M. Lenzi. J'ai fait remarquer qu'il était abusif de nous faire venir de Belgique, mon beau-fils et moi, pour nous laisser sans travail. Le directeur m'a finalement fait savoir qu'une répétition aurait lieu le lendemain à 11h, que mon beau-fils et 3 autres choristes également congédiés auraient une chance de se repêcher. L'audition eut-elle lieu ? La voix d'Eva Closset prend un accent mi-dramatique, mi-vindicatif. Oui, si on peut appeler ça une audition. Les 3 autres choristes ont été retenus. Quant à mon fils, M. Lenzi lui a dit seulement qu'il me recevrait dans son bureau vers 18h. Avez-vous répondu à cette convocation ? Oui, elle a répondu. Mais elle ne se faisait pas d'illusions. Et elle ne savait même pas comment payer l'hôtel. Comme c'était l'écroulement de 10 ans d'espoir, la fin de toutes ses ambitions, désespérée, elle a été boire dans un café. J'ai dû boire un peu trop, dit-elle. Je pleurais, je racontais ce qui nous était arrivé. Autour de moi, les gens me disaient qu'il ne fallait pas que je me laisse faire. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête. Je suis repassé à l'hôtel, j'ai mis dans ma valise une bouteille d'alcool et des vieux chiffons. Je suis allé au théâtre vers 18h pour m'entendre dire que mon fils ne pouvait pas figurer dans la chorale du théâtre et qu'il me restait à passer la caisse pour toucher les 8 jours de salaire qui nous étaient dus. J'ai demandé que l'on me permette de prendre ma valise car je désirais m'en aller immédiatement. Le garçon de course du théâtre m'accompagna jusqu'à la loge. Comme je descendais l'escalier des artistes, le garçon de course fut appelé par un autre membre du personnel. Il s'excusa, prit congé. Je m'emparai alors de ma valise et après avoir traversé l'escalier des danseuses, j'entrai sur la scène. Je sortis de ma valise la bouteille d'alcool à brûler, j'en projetai le contenu sur les décors côté jardin et y mis aussitôt le feu. Une grande flamme s'éleva, montant jusqu'au cintre. La progression du feu fut-elle rapide ? Très. Je n'eus que le temps de m'enfuir précipitamment. À 100 mètres du théâtre, j'entendis des gens crier « Au feu !» En me retournant, je vis effectivement des flammes et d'énormes volutes de fumée. Qu'avez-vous fait de la bouteille vide ? Je l'avais emportée dans ma valise. Mais j'ai été prise de panique. Je l'ai jetée sur le sol, où elle s'est fracassée. Les débris de la bouteille seront effectivement retrouvés au lieu indiqué par l'incendiaire. Eva Closset rentre alors dans son hôtel, où elle voit les petites danseuses engagées au théâtre qui pleurent parce qu'elles ne vont plus avoir du travail. Elle ne prend pas le train, passe une nuit sans dormir, et attend 8h du matin l'ouverture de l'église Saint-Paul pour se confesser. Le prêtre lui conseille de tout avouer, mais elle n'en a pas le courage. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Aussi, rentrée chez elle, elle écrit à la police la première lettre anonyme, celle qui indique seulement le mobile du crime. Le lendemain, dans une seconde lettre, elle révèle au commissaire le nom de la criminelle, et comme les policiers tardent à venir, elle décide de se constituer prisonnière, croisant sans le savoir les 2 inspecteurs qui viennent l'arrêter et qui ne ramèneront que Joësse. Vouliez-vous mettre le feu au théâtre ? Non. Non, je voulais faire peur. Jamais je n'aurais imaginé que l'incendie
prennent de telles proportions. Quelques instants plus tard, elle est inculpée d'incendie volontaire dans un lieu habité. C'est la cour d'assises. Elle risque la peine de mort. En sortant pour aller à la prison, elle rencontre son fils adoptif dans les couloirs de la PJ. Elle lui dit « C'est pour ton honneur, mon chéri, que j'ai fait cela. » Joël, à qui le destin décidément n'accorde que des rôles lamentables, se retourne. « Tais-toi, lui dit-il. T'as brisé ma carrière. » Quand il apprend la nouvelle, son ex-mari, Henri Faès, qui fait de la baraque près de Bruxelles et qui n'a pas revu depuis 10 ans son fils adoptif, Joël, ne veut pas qu'on lui rappelle son passé. C'est une drôle d'idée d'aller mettre le feu à un théâtre. Je n'admets pas ça. Pendant ce temps, Eva Clossé, qui fait de la prison préventive, se fait aimer de tous grâce à son humilité. Le dimanche, le prêtre, qui l'a confessé à Saint-Paul, l'a fait chanter à la messe. Elle n'a pas un sou, même pas une cigarette. Personne ne vient la voir, personne ne s'occupe d'elle, même pas son fils adoptif. Quand vient le procès, le 10 juillet 1953, comme Eva Clossé n'a pas d'avocat, c'est un ami de M. Lenzi qui se proposera gratuitement. Pendant le procès, l'avocat pour défendre Eva Clossé prétendra qu'elle fut autrefois la maîtresse de Francis Lenzi. Celui-ci, très sincèrement peiné de la situation de la malheureuse, ne protestera pas. Mais messieurs Aimé, Finet et Fichenet lui en voudront à mort de ne pas charger davantage Eva Clossé et de se déclarer convaincus qu'elle n'avait pas l'intention d'incendier réellement le théâtre. Eva Clossé est condamnée à 7 ans de prison. Toutefois, sa conduite est telle qu'elle sera relâchée plus tôt. Ridiculisée par ce procès, en proie à la haine, sa carrière brisée, Francis Lenzi, le directeur du théâtre, devra quitter Nîmes pour entrer comme employé de bureau aux établissements Dienner, 125 boulevard Haussmann. Et Joël? Oui, Joël, au fait, qu'est-il devenu? Pouf. Au moment du procès, il était manutentionnaire à Nîmes. Mais mérite-t-il vraiment que nous cherchions à en savoir plus? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Voici le 3e épisode de notre série en 4 épisodes sur Robert Badinter et la manière dont s'est construite sa conviction qu'il fallait abolir la peine de mort. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté avec lui, en 1972, à l'exécution sous la guillotine de Roger Bontemps. Dans cet épisode, nous allons le suivre dans un autre procès, celui de Patrick Henry. Et cet épisode, je le tire de son livre L'Abolition, paru à l'époque chez Fayard et aujourd'hui disponible en livre de poche. Nicolas Loupien m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Résumé des épisodes précédents. En 1972, âgé de 44 ans, l'avocat Robert Badinter assure la défense devant la cour d'assises de l'Aube de Roger Bontemps, un braqueur qui, à la centrale de Clairvaux, avec un autre détenu, Claude Buffet, a signé une tentative d'évasion au cours de laquelle une infirmière et un surveillant sont morts.
Certain que Roger Bontemps n'a pas donné le coup mortel, Maître Badinter se bat pendant tout le procès pour tenter de sauver sa tête. Il n'y parvient pas. Roger Bontemps est condamné à mort et Claude Buffet aussi. Le président Pompidou refuse leur grâce et hier, Robert Badinter a assisté à leur exécution à la prison de la Santé. Ce matin, je me dis que pour apaiser l'angoisse de mort qui m'étreint, il faut peut-être que je reprenne ma vie quotidienne, ces rites, ces tâches ordinaires. Et donc je prends le train pour Amiens, où j'enseigne à l'université. Les étudiants m'accueillent dans un silence absolu. Et pendant le cours, je sens qu'ils cherchent à déchiffrer, derrière mon masque livide, ce que ressent cet avocat vaincu, qui a vu ce qu'ils ne verront jamais. Et quand le cours se termine, quelques-uns s'approchent, ils veulent me parler. Mais je suis gêné, plus qu'eux. Alors je prends les devants, je leur parle de sujets à préparer. Ils n'osent pas m'interrompre pour me dire ce qu'ils veulent me dire, et que je refuse d'entendre. Mais j'accepte leur message silencieux. Et je les quitte vite, parce que j'ai hâte d'être seul. Dans le train du retour, assis dans le compartiment presque vide, je pense à la décision du président de la République, Georges Pompidou. La seule chose qui aurait pu justifier sa grâce, c'est un refus de la peine de mort. Buffet avait déjà été condamné à perpétuité, il avait récidivé, il réclamait lui-même la guillotine, tout commandait son exécution, tout, sauf l'essentiel, le refus de la peine de mort. Alors dorénavant, aussi longtemps que la peine de mort ne sera pas abolie en France, je la combattrai de toutes mes forces. Jusque-là, j'étais un partisan de l'abolition. Dorénavant, je suis un adversaire irréductible. Je viens de passer d'une conviction intellectuelle à une passion militante. De retour chez moi, j'écris aux parents de Bontemps. Il est mort avec courage. Il s'est confessé, il a communié. Le prêtre m'a dit qu'il était mort en chrétien et que Dieu lui ferait miséricorde. Il m'a dit combien il vous aimait. Il me l'a répété jusqu'au dernier moment. Et je vais vite poster ma lettre. C'est l'ultime geste que je peux encore accomplir pour Bontemps. En janvier 1976, éclate l'affaire Patrick Henry. C'est un samedi matin, je suis chez moi, je me souviens, je l'apprends à la radio. Les faits, les voici. Chaque jour, en sortant de l'école, Philippe passe prendre son petit frère Christophe à l'école maternelle. Ensemble, ils se rendent à quelques mètres de là, au magasin d'une fleuriste, amie des parents. C'est là que leur papa vient les chercher pour rentrer à la maison. Hier, lorsque M. Bertrand passe vers midi, personne. Ils se rendent à l'école maternelle, Christophe attendait. Ils vont à la grande école, Philippe avait disparu. Philippe Bertrand, un petit garçon de 8 ans, a été enlevé la veille. Les ravisseurs réclament une rançon. Et ce qui me frappe d'entrée, c'est l'âge du petit garçon. Il est si proche de celui de mon fils, Simon. Dans les jours qui suivent, je n'avais jamais vu ça au sujet d'un crime. Une sorte de passion soulève la France entière. On assiste à une identification collective des Français aux parents. Une semaine après le rapt, Madame Bertrand apparaît à la télévision. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. C'est insoutenable. Je tiens à dire que- J'ai honte de regarder ça comme un voyeur.
10 jours après l'enlèvement, le curé d'une paroisse voisine des parents trouve une lettre devant sa porte et un gant du petit Philippe. Et le prêtre se précipite chez les parents. La lettre indique à monsieur Bertrand un panneau en race campagne où se trouvent d'autres indications en vue de remettre la rançon. Et comme ça, de message en message, il arrive à une sorte de parking derrière un café. Et là, sur un piquet, est accroché le manteau du petit Philippe. Le père prend le manteau et il dépose le sac contenant la rançon. Le lendemain à l'aube, la police ramène la sacoche. Personne n'est venu prendre l'argent. Mais on a vu un jeune homme rentrer à 2 reprises dans le café. Les policiers qui surveillaient les lieux ont relevé le numéro de sa voiture. Il s'appelle Patrick Henry. Il est placé en garde à vue. Ses parents fréquentaient la famille Bertrand. Et il a des problèmes d'argent, il a des dettes. Mais à la fin de sa garde à vue, la juge d'instruction manque de preuves. Alors Patrick Henry ressort libre. Et là, on assiste à un spectacle stupéfiant. Il se met à donner des interviews. Ceux qui ont fait ça, ce sont des salauds, hein, parce que c'est vraiment moche de s'attaquer à des pauvres gosses de 7 ans ou 8 ans ou de n'importe quel âge. Enfin, ce sont des gars qu'on ne peut pas nommer. Le garde des Sceaux, M. Cagnuet, disait il y a quelques jours qu'il était pour la peine de mort pour les rapts d'enfants. Est-ce que c'est aussi votre avis? Moi, je pense que c'est oui. C'est mon avis. La question que tout le monde se pose, chacun a le droit de donner son avis, vous pensez qu'il est mort ou vivant? Je m'efforce de penser qu'il soit vivant. De tout mon cœur, le plus possible. Le 17 février, le patron d'un petit bar identifie Patrick Henry comme étant celui à qui il a loué un studio. Patrick Henry est interpellé en fin d'après-midi dans ce studio. Et il désigne le lit sous lequel on trouve le corps du petit Philippe, enveloppé dans une couverture. Le cou porte des traces de strangulation. Il est incarcéré à la prison de Chaumont. L'affaire Patrick Henry commence. Un déferlement de haine traverse la France, une clameur de mort, comme je n'en ai jamais entendu à l'encontre d'un criminel. Jamais! La plupart des journaux réclament la guillotine. Et les hommes politiques ne sont pas en reste. Le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, ami intime du président, lance à la télévision le regard tourné vers les téléspectateurs. Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. Et il rappelle que l'assassin s'est lui-même prononcé pour cette peine. Le pire vient du journal télévisé de 13h sur TF1. Yves Mourouzi ouvre le journal avec une photo de Patrick Henry et en voix off les déclarations qu'il a faites à la radio. L'effet sur les téléspectateurs est terrible. Et le soir à 20h, toujours sur TF1. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Roger Giquel passe ensuite l'interview de Patrick Henry qui réclame la peine de mort. Tout est dit. L'après-midi même, des journalistes de TF1 m'appellent et ils me demandent de faire entendre dans ce tumulte la voix de l'abolition. Hors de question de me dérober. Mais le soir, en me regardant à la télé, je mesure combien mes paroles, réduites à 1 minute d'antenne en fin de journal, paraissent décalées, abstraites, sans prise sur la sensibilité du public. Deux jours plus tard, à Troyes lors des obsèques, question d'un journaliste. Est-ce qu'on peut pardonner, monsieur l'abbé? Le curé ne répond pas.
Le lendemain, le journal Le Petit Parisien lance un débat. Pour ou contre la peine de mort. Il demande aux lecteurs de renvoyer un bulletin réponse. Ils en auraient reçu plus de 77 000. 99% disent oui à la peine de mort. Lors de son arrestation, Patrick Henry a dit aux policiers « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ». Il a choisi un avocat du barreau de Troyes, un ancien bâtonnier, qui est allé le voir, et qui a refusé de le défendre. Et le bâtonnier de Troyes, au motif qu'il n'avait reçu aucune demande, n'a désigné d'office aucun autre avocat. Patrick Henry étant incarcéré à Chaumont, c'est finalement le bâtonnier de Chaumont, Robert Boquillon, qui s'est commis d'office lui-même. Pas par orgueil, pas par ambition. Il n'est même pas abolitionniste par conviction. Il l'a fait parce qu'il est profondément chrétien et par devoir professionnel. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Chez Auchan, on sait que des bons prix tous les jours, c'est mieux que des bons prix de temps en temps. Et ça tombe bien. Pendant le mois des tops, nos bottes de petits prix verts sont à seulement 1,15 €. Et oui, jusqu'à demain, les poireaux en bottes de 1 kg sont à seulement 1,15 €. C'est ça, le mois des tops Auchan. Auchan, avec plaisir. Origine France, catégorie 1, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Une semaine après l'arrestation de Patrick Henry, j'arrive à mon cabinet et je trouve une fiche sur mon bureau. Maître Boquillon a appelé. Il me rappelle à midi, il veut que je défende Patrick Henry avec lui. Avec moi? Écoutez, je suis très touché. Ce que je vous propose tout de même, j'aimerais lire le dossier. Est-ce qu'on peut se retrouver dès ce soir? Je dirais à mi-chemin entre Chaumont et Paris, un restaurant tranquille. Oui? D'accord. Le restaurant a des allures d'auberge de campagne. Il est désert. Robert Boquillon m'accueille chaleureusement, une voix forte. Et après il parle, sans s'arrêter, il est très tendu. Ce qui le préoccupe, c'est l'effet que la personnalité de Patrick Henry fera sur les jurés. Et quand au bout de 2 heures, il a terminé. Alors, monsieur Badinter, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, que c'est un désastre judiciaire programmé. Alors, maître, je dis à Patrick Henry de vous désigner. Laissez-moi d'abord en parler à ma femme. Vous permettez que je vous rappelle lundi matin? Sur le chemin du retour à Paris, il y a beaucoup de brouillard. Ainsi donc, je vais revenir à Troyes. C'est une période compliquée. Le 10 février, juste avant que Patrick Henry ne soit arrêté, le président Giscard d'Estaing a gracié un condamné à mort de 19 ans pour un crime qu'il avait commis à l'âge de 17 ans. 15 jours plus tard, la cour d'assises de Côte d'Or a condamné à mort Moussa Benzara, qui a tué une vieille dame pour lui voler ses économies. Et le 10 mars, Christian Ranucci, qui est accusé d'avoir tué et enlevé une petite fille, Marie-Dolores Rambla, est à son tour condamné à mort. On dit que l'affaire Patrick Henry a été présente dans les esprits tout au long de ce procès et jusqu'au verdict. Le sort de Patrick Henry paraît déjà scellé. Robert Boquillon m'a envoyé le dossier d'enquête. Il faut que je voie Patrick Henry, et j'apprends qu'il a été transféré à Paris, à la maison d'arrêt de la santé. Ainsi donc ma première visite va se dérouler là où Bontemps a été exécuté. Quand j'entre dans la cour,
Je ne peux pas m'empêcher de jeter un regard vers l'emplacement où la guillotine avait été dressée. Il arrive. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Il est très jeune. Il est plus proche de l'adolescence que de l'âge adulte. Et il a un visage lisse. Il ne ressemble pas au personnage monstrueux que la presse a décrit. Moi, au départ, maître, je l'ai enlevé pour obtenir une rançon. Je voulais pas lui faire mal. Je pensais pas que la famille préviendrait la police. Le grand-père était riche. Moi, je pensais qu'il paierait la rançon. Et puis le lendemain, quand j'ai vu qu'on en parlait au journal de 13h à la télé, j'ai eu peur. Je savais pas comment sortir de ce piège. J'allais marcher. Et quand je suis rentré, le petit commençait à s'énerver dans le studio Et alors? Et alors j'ai perdu la tête, maître. Je lui dis au revoir. Je le regarde s'éloigner, frêle, la nuque maigre. Et après je rentre chez moi sans repasser par le bureau, parce que j'ai hâte de retrouver les miens. Malgré ses aveux, il reste des zones d'ombre. Une première expertise a décelé des traces de barbiturique dans le sang de l'enfant. Mais lui dit qu'il ne l'a pas drogué. Autre chose. Quand le soir de l'enlèvement, Patrick Henry a rappelé le grand-père, celui-ci a fait durer pour permettre à la police de localiser l'appel. Et ils ont localisé une cabine dans les faubourgs de Troyes. Et ils sont allés sur place et ils se sont garés à proximité. Ils voulaient le prendre en filature pour qu'il les mène jusqu'à l'enfant. Et là, une voiture de gendarmerie a déboulé en trombe, gyrophare allumé. Patrick Henry a quitté la cabine et il s'est enfui à travers champs. Pourquoi cette irruption des gendarmes? S'ils n'étaient pas intervenus, est-ce qu'on n'aurait pas pu sauver la vie du petit Philippe? Tous les jours, je reçois des lettres qui charrient la même écume de menaces de mort. On menace ma femme. On menace mes enfants pour venger les parents Bertrand. J'ai décidé de ne pas en tenir compte. Je jette les lettres dans un grand sac que mes enfants appellent Madame Poubelle. Mais je m'inquiète pour eux. Et d'ailleurs, un soir, on rentre de dîner chez des amis. On trouve des policiers et des pompiers devant notre immeuble. Une bombe artisanale a explosé sur notre palier. Oui, le paillasson a pris feu. Des voisins et la femme de ménage qui gardaient les enfants ont réussi à l'éteindre. Au final, c'est un incident sans gravité. Le 11 juin, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Christian Ranucci. Le 23, la Cour d'assises de Haute-Garonne condamne 2 hommes à mort. Et 2 semaines plus tard, la Cour d'assises du Pas-de-Calais condamne à mort un certain Jérôme Carin qui a violé et noyé une de ses petites voisines. 5e condamnation à mort depuis le début de l'année. Un matin de juillet, je me souviens, je suis en vacances dans un petit port de Bretagne. Je suis en train de ranger les écoutes de notre dériveur. Arrive un journaliste. Maître, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Christian Ranucci a été exécuté ce matin à l'aube. Je peux avoir un commentaire pour Patrick Henry? C'est un précédent, non? J'esquive la question, mais la réponse est évidente. L'exécution de Ranucci annonce celle de Patrick Henry. Il sera condamné à mort. Une semaine plus tard, le président Grassi Moussa Benzara, qui a assassiné une octogénaire pour lui voler ses économies. C'est moins odieux que le meurtre d'une fille par un garçon de 20 ans. À Troyes, l'instruction suit son cours. La juge a demandé une expertise en toxicologie du sang de l'enfant. Et l'expert a trouvé un taux de 0,34 grammes dans son sang. C'est-à-dire l'équivalent de 2/3 d'un verre de vin. Et des traces de barbiturique. C'est confirmé. Mais Patrick Henry continue de dire qu'il ne lui a donné ni vin, ni bière, ni drogue. Les expertises psychiatriques maintenant, elles sont très importantes pour la défense. 7 experts, les plus réputés, ont examiné Patrick Henry. Il est normal. Il n'est pas psychotique, il n'est pas pervers.
il est normal. Sur les faits, la juge souhaite encore éclairer quelques points. Le patron du bar, qui a loué à Patrick Henry le studio où il a caché l'enfant, explique que son café est juste en dessous et que le plancher craque. Moi, je l'ai pas entendu marcher, hein. À aucun moment, et je l'aurais entendu s'il avait été là, hein. Et puis, il a pas pu regarder la télé, elle marche pas. Ce qui voudrait dire que l'enfant a été drogué dès son arrivée dans le studio et étranglé dans son sommeil. La juge décide de procéder à une reconstitution dans le studio, en plein mois d'août, à 6h du matin. Boquillon m'appelle la veille. Il refuse d'y participer, Robert. Il dit que revoir le studio, ça lui est insupportable. Voilà. Bon, d'accord. Dites-moi, s'il changeait d'avis au dernier moment, surtout dites-lui qu'il ne doit pas mimer le geste du meurtre. Hein? Finalement, il accepte d'être présent. Et la reconstitution démontre que le plancher craque et qu'on entend du bar les pas d'un enfant dans le studio. En revanche, la télé fonctionne parfaitement. C'est un policier qui refait le geste d'étrangler par derrière avec un foulard. Au moins, il n'y aura pas dans le dossier de cliché de Patrick Henry faisant le geste. C'est déjà ça. Ça y est, la juge Mademoiselle Gérard a terminé son instruction et la chambre d'accusation n'a pas retenu la préméditation. C'est plutôt bon pour nous. Et pourtant nous formulons un pourvoi. Nous voudrions que cette affaire ne soit pas jugée à trois. La fureur, la douleur, tout ça est encore trop vif. Et moi, l'idée de retourner à Troyes dans le même palais de justice, la même salle d'audience, avec le même avocat général que celui du procès Bontemps, ça me paraît odieux. Impossible, ça m'angoisse. Je ne veux pas entrer dans un labyrinthe judiciaire dont les stations me sont déjà familières. Mais la Cour de cassation rend son arrêt. Patrick Henry sera jugé à Troyes, comme Bontemps. Je veux mettre la peine de mort au cœur du procès. Et donc on en parle dans les débats, sans attendre les plaidoiries. D'où le choix des témoins. Je vais demander au professeur Léoté, le directeur de l'Institut de criminologie, de venir expliquer que la peine de mort est inutile. Et au professeur Lvov, prix Nobel, de venir démontrer que c'est une pratique primitive. Et enfin à l'abbé Clavier, l'aumônier de la santé, de venir raconter Bontemps. La guillotine, l'horreur du supplice, de venir susciter la pitié. Ils sont tous d'accord pour venir. Mais ce sont des témoins étrangers à l'affaire, et il va falloir se battre pour les faire venir à la barre. Ça y est, on a la date du procès. Patrick Henry sera jugé du 18 au 20 janvier 1977. Avec Maître Boquillon, nous nous sommes répartis les tâches. À lui de faire comprendre que Patrick Henry n'est pas un monstre, que c'est un jeune homme qui a commis un crime dont l'atrocité le dépasse. Et moi, je devrais les convaincre qu'il ne faut pas condamner à mort un être humain, quel que soit son crime. Et pour ça, il faudra que je trouve autre chose qu'une argumentation classique. Je ne raconterai pas, par exemple, l'horreur d'une exécution. C'est mon tempérament, un peu janséniste. Je me refuse à toute exploitation rhétorique de la guillotine. Il faut que je trouve autre chose. Guillotiner, ça n'est rien d'autre que de prendre un homme et que de le couper vivant en deux. Je vais leur dire ça en face. Couper vivant un homme en deux. Mais ça ne suffira pas à susciter un mouvement de pitié pour l'assassin. On me répondra, et lui, il a eu pitié de l'enfant, et il a eu pitié des parents.
Et moi, j'essaierai de ramener les jurés devant la guillotine et de leur dire, à vous, maintenant, de décider s'il doit être coupé en deux, vivant. Avant le procès, il faut que je voie à nouveau Patrick Henry. Ils l'ont transféré de Chaumont à la maison d'arrêt de Troyes. Je n'y suis pas revenu depuis le procès de Buffet et Bontemps. J'ai pris le chemin. Bonjour, maître Badinter. Suivez-moi, on l'a mis dans la cellule où on avait mis Buffet. Il occupe déjà une cellule de condamnés à mort. Je le trouve calme. Angoissé peut-être, mais ça ne se voit pas. Et à l'écouter, j'ai le sentiment que pour lui aussi, le verdict est déjà acquis. On a dit qu'il serait condamné à mort, il le croit. Comme tout le monde. Ça va, Henri? La prison, vous êtes bien traité? Ça va. Je vais pas me plaindre. J'écoute beaucoup la radio. L'autre jour, ils l'ont mis bien fort pour que j'apprenne pour Ranucci. Bien. Vous savez qu'il vous faut préparer certaines questions, par exemple les barbituriques. On a retrouvé dans le sang du petit Philippe. Mais je lui ai rien donné, maître. Sauf à manger. À manger, je me souviens, tu lui ai donné une truite fumée, et puis du poulet rôti. Et pas de somnifère, hein. Et pas de calmant. Dites-moi, maître. Les parents Bertrand, d'après vous, est-ce que je dois leur demander pardon à l'audience? Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui puissiez décider ça. C'est difficile, maître. En partant, je vois un livre ouvert sur sa table. C'est un manuel élémentaire d'anglais. Oui, maître. J'apprends l'anglais. Ça m'aide. Donc, il n'a pas perdu tout espoir. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Andelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1. Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Voici l'histoire terriblement banale d'un homme qui tue sa compagne en février 2018 dans le Maine-et-Loire. Avec cette terrible particularité que le meurtre a lieu sous les yeux de leur petite fille de 6 ans. Ce qui a 2 conséquences. D'abord, je ne vous donnerai pas le prénom de l'enfant. Normal, c'est la loi qui nous y oblige. Mais je ne vous donnerai pas non plus le nom du père. Parce que la petite fille, évidemment, en a hérité. Terrible héritage. Elle a le droit de grandir dans l'anonymat. Pour le débrief, maître Mathilde Livenet, avocate justement de la petite fille, interview disponible dans un podcast à part. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1. Christophe Andelatte. Ça se passe en février 2018, dans la région d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et c'est l'histoire d'un couple qui ne va pas bien. Un couple dans lequel on parle de se séparer. Un couple qui ne va pas bien au point qu'en ce soir du 18 février 2018, elle
qui s'appelle Estelle Veneux, a prévu de dormir chez sa mère. Et lui qui se prénomme Bader, a prévu de dîner chez ses parents, avec leur petite fille de 6 ans, que nous appellerons Eva donc, même si ça n'est pas son vrai prénom. Et là où ça se complique, c'est que ce soir-là, Estelle n'arrive jamais chez sa mère. Mais vers 19h15, elle lui envoie un SMS. « Maman, Eva est encore malade, elle n'ira pas à l'école demain, je reste lui faire un gros câlin et je rentre. » Elle lui fait un gros câlin, parce que sa fille Eva ne va pas passer la nuit avec elle, mais avec son père. Et voilà, la soirée s'écoule, et Estelle n'est toujours pas là. Le câlin ne peut pas avoir duré aussi longtemps. Sa mère l'appelle, elle la rappelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Elle tombe systématiquement sur son répondeur. Et elle est d'autant plus inquiète qu'Estelle habite à 10 kilomètres. La soirée s'écoule, toujours pas de nouvelles. Alors elle joint son autre fille, Émilie. Moi, je l'ai appelée plusieurs fois et elle répond pas, quoi. Tu peux essayer de l'appeler, toi? T'auras peut-être plus de chance. Et la sœur appelle, et Estelle ne lui répond pas non plus. Alors, vers 11h moins 10, la mère se décide à appeler Bader, le compagnon de sa fille, en sachant que ça barde entre les deux en ce moment. Ah bon? Elle n'est pas chez vous? Écoutez, elle n'est pas là. Je sais absolument pas où elle est. D'accord. C'est quand même inquiétant. Je pense que je vais appeler la gendarmerie au cas où, quoi. Il y a peut-être eu un accident entre chez vous et chez moi. Finalement, c'est sa seconde fille, Émilie, qui appelle les gendarmes d'Angers. Bon, d'accord. On va envoyer un équipage sur place. Vous pouvez nous indiquer l'adresse de votre fille et de son compagnon? Oui, bien sûr. Elle habite à Bouchemaine, au 26 bis, rue des Vignes. Entendu, madame. On vous tient au courant. On vous tient au courant? Non. La mère est trop inquiète pour attendre tranquillement devant son téléphone. Elle décide d'aller sur place elle aussi. Elle y arrive en même temps que les gendarmes. Il est 00h30. Les gendarmes frappent à la porte. C'est Bader, le compagnon, qui leur ouvre. Ils l'ont manifestement surpris en plein sommeil. Il est en calbute. Je vous jure que je sais pas du tout où elle est. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que elle est partie en voiture, et sa voiture n'est pas là. D'accord, monsieur, d'accord. Le modèle de la voiture? C'est une Peugeot. Une 106 Kid. Noire. Ok, monsieur. Écoutez, on va lancer une recherche. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, monsieur, sur le début de soirée? Eh ben, Estelle est passée à la maison en fin d'après-midi pour voir notre fille, Eva. Et après, moi, je devais dîner chez mes parents. Et donc, je suis parti avec Eva. Il était 19h20, 19h30. Et vous y êtes resté jusqu'à quelle heure, chez vos parents? J'y suis resté pas très longtemps, en fait, parce qu'Eva était pas bien. Elle était malade, elle s'est mise à pleurer. Alors j'ai dit à mes parents, elle est pas bien, je rentre, quoi. Et donc on est rentré. Et quand on est arrivé à la maison, bien Estelle n'était pas là. C'est tout ce que je peux vous dire. Sa voiture non plus était pas là. Et ça ne vous a pas inquiété? Ben non, puisqu'elle avait prévu de dormir chez sa mère. Bien, monsieur. Écoutez, s'il n'y a pas de nouveau demain matin, faudra que vous veniez signaler sa disparition à la gendarmerie. D'accord, d'accord, entendu. L'hypothèse d'un accident entre Bouchemaine, où vit Estelle, et La Poissonnière, où vit sa mère, tient la route, si j'ose dire. Certes, il n'y a que 10 kilomètres, mais beaucoup de virages. Et donc, en pleine nuit, les gendarmes décident de refaire la route. Ils scrutent les fossés à la lumière de leurs phares. Rien.
Pas de trace de la Peugeot 106 d'Estelle. À 1h19 du matin, Bader poste un message sur Facebook. Sans nouvelles d'Estelle Veneux depuis hier 22 février, lorsqu'elle a quitté notre maison à Bouchemène, direction la Poissonnière. Elle est partie de la maison vers 19h15, 19h30. Elle conduit une 106 Kid noire. Elle porte une doudoune beige. Merci de partager et surtout de donner la moindre nouvelle, même qui semble insignifiante. Je vous en supplie. Le lendemain matin, Bader fait ce que lui avaient conseillé les gendarmes la veille. C'est-à-dire qu'il va à la gendarmerie signaler formellement la disparition d'Estelle. Elle travaille, je suppose, votre compagne? Oui, elle est assistante pédagogique auprès de l'Université catholique de l'Ouest. Vous étiez là, vous, quand elle est rentrée de son travail hier? Oui, elle a passé, je dirais, une demi-heure à jouer avec notre fille, Eva. Et ensuite, comme c'était prévu, elle est partie chez sa mère pour la nuit. Pourquoi est-ce qu'il était prévu qu'elle dorme chez sa mère hier soir et pas chez vous? Parce que ça va pas trop entre nous en ce moment. On a décidé de se séparer. D'accord. Et vous en avez parlé de ça hier soir? Avant qu'elle ne disparaisse? Oui. Enfin, on a parlé de notre maison. On l'a fait construire ensemble, savoir comment on allait la vendre, quoi. Et la discussion s'est bien passée? Oui. Mais disons que c'était un échange un peu froid. À quel sujet, précisément? Eh bien, elle avait pris rendez-vous aujourd'hui dans une agence pour mettre la maison en vente. Et moi, je lui ai dit que je voulais pas l'accompagner. Et ensuite? Ensuite, je suis parti avec notre fille chez mes parents. Et quand vous rentrez de chez vos parents, vous ne vous inquiétez pas qu'elle ne soit pas là. Ah non! Puisqu'elle devait dormir chez sa mère, je vous dis. Cela dit, je l'ai appelée. Pas parce que j'étais inquiet, mais parce que la petite était pas bien, elle voulait lui parler. Mais bon, elle n'a pas répondu, quoi. Et donc après, je lui ai envoyé un SMS. Attendez, le voilà, regardez. Je vous le lis, ce SMS. Pas cool de pas nous répondre, on va au lit. En plus, on allait manger chez mes parents, Eva n'a pas voulu. Elle te réclamait. Le message a été envoyé à Estelle à 20h49, accompagné d'une photo d'Eva. Et à partir du moment où sa mère m'a dit qu'Eva était pas chez elle, je lui ai envoyé d'autres SMS. Jusqu'à ce matin. Regardez. Les gendarmes sont comme vous, hein? Vous envisagez qu'il soit pour quelque chose dans la disparition d'Estelle. Vous envisagez même qu'il l'a tuée, n'est-ce pas? Les gendarmes aussi, rassurez-vous. Moi, comme toujours, je reste dans ma neutralité légendaire. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble, Estelle Veneux et vous? 10 ans. Qu'est-ce qui va plus entre vous? Elle me trouve envahissant, trop jaloux. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Mais bon, on a décidé de se séparer, mais c'est quand même la mère de ma fille. Je veux dire, j'ai encore quand même un peu de sentiment pour elle. La petite Eva, à propos, où est-ce qu'elle est à cette heure-ci? Sa maman a disparu et son père est chez les gendarmes. Eh bien, c'est sa Tati, la sœur d'Estelle, qui la garde. Et elle vient de lui dire un truc très étrange. Tati, faut que je te dise un truc. Le cadre photo, là, il est tombé. Et la sœur tourne la tête. Et effectivement, un cadre qui d'habitude est posé sur une console est là par terre, en 1000 morceaux. Et là, vous vous dites, et la sœur pareil. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça d'entrée, la petite Eva? Parce qu'il y a eu une bagarre.
C'est ça qu'elle a voulu dire? La sœur, Émilie, appelle immédiatement les gendarmes. Ma nièce commence à me raconter des choses. Il s'est passé quelque chose, je pense. On va entendre la petite alors. D'accord, mais... Vous savez, elle a que 6 ans, hein. Oui, mais il y a un service spécialisé pour ça. La PAPED, la permanence d'accueil et de prévention des enfants en danger. Des gendarmes formés à recueillir le témoignage des enfants. Alors, Eva, tu vas me raconter s'il s'est passé quelque chose hier soir à la maison? Entre ta maman et ton papa? S'il s'est passé quelque chose, hein, bien sûr. En fait, il y a quelque chose qui me gêne. Mon papa, il est monté sur maman pour la faire endormir. Après, il l'a mis dans les toilettes et même dans la chambre. Et après, on est parti. Et quand on est revenu, maman, elle était plus là. Son papa est monté sur sa maman pour la faire endormir. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire précisément, cette petite fille de 6 ans? Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Elle raconte qu'elle était là, dans un fauteuil, en train de regarder une vidéo sur une tablette, et que son père et sa mère se sont bagarrés dans le salon. Papa, il a poussé maman sur le canapé, et puis il lui a appuyé sur le ventre avec les mains, et après maman, elle s'est endormie. La suite de son récit est terrifiant. Son père a tiré sa mère par les bras jusqu'aux toilettes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a fait tomber le cadre photo. Et plus tard, il l'a tiré dans l'escalier jusqu'à leur chambre à l'étage. Il m'a dit qu'elle était fatiguée. Il pensait qu'il fallait qu'elle se repose. Tu m'étonnes que quand elle est arrivée chez ses grands-parents, elle n'était pas en forme, cette petite fille. Pendant ce temps-là, son père, Bader, est toujours interrogé au commissariat, en tant que témoin. Sauf que là, changement de programme. Bien, monsieur, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous avons des éléments, monsieur, qui laissent penser que vous n'êtes pas étranger à la disparition et probablement à la mort de votre femme. Dans l'immédiat, monsieur, vous allez venir avec nous, nous allons perquisitionner votre pavillon. Rien d'évident chez eux, hormis ce cadre fracassé. Les gendarmes font des prélèvements, je vous le dis tout de suite, ils ne donneront rien. Et maintenant, c'est parti pour la garde à vue, qui démarre façon diesel. J'ai rien fait, j'y suis pour rien. Jusqu'à ce que les gendarmes lui disent ce que vient de raconter sa petite fille. Bon. C'est vrai, je vous ai pas dit toute la vérité. Mais c'est pas ce que vous pensez. Allez-y, monsieur. On vous écoute, et on en jugera. Il dit qu'Estelle est arrivée chez eux, comme c'était prévu,
à 18h30 pour voir sa fille et récupérer des papiers pour mettre la maison en vente. Il raconte qu'elle a d'abord joué avec Eva pendant une demi-heure à l'étage et qu'après ils ont parlé des vacances de février et de qui allait s'occuper de la petite. Et voilà, le ton est monté, elle m'a fait tout un tas de reproches, elle m'a dit que elle ferait tout pour que je voie Eva le moins possible. Elle était dans une colère incroyable, quoi. Et à un moment donné, elle m'a donné une gifle. Et elle a commencé même à me donner des coups de pied. Alors moi, je l'ai attrapée par les épaules pour la renverser sur le canapé, quoi. Votre petite fille dit que vous vous êtes mis sur elle. Vous confirmez? Oui, mais c'était pour la maîtriser. C'était pour qu'elle bouge plus. Je la tenais par son écharpe. Et j'ai serré. J'ai serré pour qu'elle arrête de bouger, quoi. À un moment donné, j'ai vu que ses lèvres étaient devenues bleues, que sa langue sortait de sa bouche, et qu'il avait de l'écume sur les lèvres aussi. J'ai pris son pouls et je me suis aperçu qu'elle était morte. Mais je voulais pas la tuer. Je vous jure, je voulais pas. C'est pas la peine de jurer devant un gendarme, Bader. De toute façon, il ne te croit pas. Et vous avez tenté de la réanimer? C'est là que ça se complique pour toi, Bader. Parce que si t'as pas tenté de la ranimer, alors ce n'est pas un accident. C'est un meurtre. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme bêtise, quoi. Je savais pas quoi faire. J'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, j'ai décidé de faire disparaître le corps. La suite est stupéfiante. Écoutez bien. Il est allé chercher sa voiture, une Skoda. Il l'a garée en marche arrière devant la porte d'entrée de la maison. Il a mis la petite Eva à l'arrière sur le siège auto avec sa tablette pour l'occuper. Il est allé chercher le corps d'Estelle et il l'a mis dans le coffre. Emballé, c'est pesé, devant sa petite fille de 6 ans, dont il dit qu'elle n'a rien vu. Mais c'est pas sûr. C'est une chose d'étrangler sa femme. C'en est une autre de le faire devant sa fille de 6 ans. Et vous êtes allé où après? Je suis allé à Belluard. C'est un village à 10 kilomètres. D'accord. Et alors quand vous êtes arrivé là-bas? Je me suis garé près du pont sur la Loire. J'ai jeté le corps d'Estelle dans l'eau, aussi les sacs qu'elle avait préparés, et puis son sac à main, et son téléphone portable. J'aurais pas dû faire ça, puisque c'était un accident. J'aurais pas dû faire ça. Et pendant ce temps-là, Eva regardait une vidéo à l'arrière de la voiture, sur sa tablette. Et après, il est allé chez ses parents pour dîner, comme prévu. Mais la petite réclamait sa mère. Elle était en larmes. Elle était terrifiée. Elle était inquiète. Elle avait compris, sans comprendre. Alors il l'a ramenée et il l'a couchée. Et après, je me suis occupé de sa voiture. La voiture d'Estelle, parce que sinon, on pourrait pas croire qu'elle était partie. Alors j'ai pris sa voiture, et je suis retourné à Belluard, et j'ai poussé la voiture dans la Loire, pile à l'endroit où j'avais jeté le corps. Et je suis rentré à pied. Je suis arrivé très peu de temps avant que vos collègues ne débarquent à la maison. La présence de sa petite fille de 6 ans tout au long de ce scénario est un truc hallucinant,
hallucinant. Et le pire, c'est qu'il explique que s'il s'est débarrassé du corps, c'est pour le bien de sa fille, figurez-vous. Je me suis dit que si on retrouvait le corps, forcément, on allait m'accuser d'avoir tué Estelle volontairement, alors que c'est pas vrai. C'est un accident. J'ai pensé qu'on allait m'envoyer en prison et qu'Eva allait se retrouver toute seule. C'est pour ça que je me suis débarrassé du cadavre. Pour faire croire à une disparition. Pour le bien d'Eva. Le bien d'Eva. Un bienfaiteur, alors. Donc c'est un meurtre, et même possiblement un assassinat, c'est-à-dire un meurtre prémédité. Mais non, c'était pas prémédité, sinon j'aurais pas fait ça devant ma fille. Ça s'entend. C'est un argument convaincant. Enfin, disons, à moitié convaincant. La place qu'il a donnée à sa petite fille tout au long du crime indique qu'elle n'était pas précisément au centre de ses préoccupations. Bon, maintenant, il faut retrouver le cadavre et la voiture. Et donc, sur ces indications, les gendarmes vont sur place. On est en février, en plein hiver. Les berges de la Loire sont boueuses. Et il y a du courant. Beaucoup de courant. On voit bien la trace que la voiture a faite quand il a poussé la voiture à l'eau. Mais bon, pour la suite, il va falloir qu'on fasse venir des plongeurs. Tu t'en occupes? Il faut 2 semaines pour localiser la voiture par 6 mètres de profondeur. Et pour la remonter. Mais le cadavre est introuvable. Entre-temps, Bader a été présenté au juge d'instruction et mis en examen pour meurtre sur conjoint. Meurtre tout court, ça vaut 30 ans, maxi. Meurtre sur conjoint, c'est une circonstance aggravante, il encourt la perpétuité. Sauf si à la fin, bien sûr, le juge retient le scénario de l'accident, tel qu'il l'a maintenu dans son cabinet. C'était un accident, c'était un geste malheureux sous la colère, comme on s'est violemment disputé, il y a eu, je sais pas, des instants de folie, quoi. Et puis une fois que le mal a été fait, j'ai tout de suite regretté. Et je me sens coupable que ça soit passé sous les yeux de ma fille, monsieur le juge. J'ai détruit la vie d'Estelle, la vie de ma fille, de ma famille, à partir de 2016. Lui parle de dispute, mais la mère d'Estelle dit que c'est plus que ça. D'abord, Bader, c'est quelqu'un de très radin. Il était tout le temps sur son dos pour qu'elle dépense pas d'argent. Mais ça c'est rien. Il est autoritaire, vous pouvez pas imaginer. Il y a qu'un truc qui intéresse ce type, c'est le vélo, le cyclisme. Et là, je peux vous dire qu'il est pas radin, hein, pour le vélo. Alors les vacances, c'est le vélo. Estelle, elle voulait aller ailleurs. Mais lui, il y avait que le vélo qui comptait, il y avait que ça. Un tyran domestique. Il méprisait Estelle, il lui criait dessus tout le temps. Il passait son temps à lui dire qu'elle était grosse, il la traitait de grosse vache. Alors que c'est lui qui l'a stressée, qui l'avait rendue comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle est restée avec lui. Pour Eva, sans doute. Et la mère et la sœur racontent que ces derniers temps, Estelle avait commencé à s'émanciper, qu'elle faisait de la gym pour maigrir, et que ça marchait, elle avait maigri, et que lui ne supportait pas cette émancipation. Il était jaloux, en fait.
Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a forcé à installer une appli sur son téléphone pour la géolocaliser en permanence. C'est normal, ça? Mais d'après ce que raconte la mère, c'est un week-end en famille à Center Park qui a mis le feu aux poudres. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines pile. Et la mère d'Estelle était là. Il a été odieux avec Estelle tout le week-end. Tout le week-end. Et avec nous aussi. À un moment, il nous a carrément fait un doigt d'honneur. Vous voyez? Et c'est en rentrant de Center Park qu'Estelle a décidé de le quitter. 3 semaines donc avant qu'il ne l'étrangle. Lors d'une nouvelle perquisition dans une poubelle du garage, les gendarmes trouvent une enveloppe déchirée. Ils reconstituent le puzzle et je vous lis ce qui est écrit dessus. C'est une sorte de liste en 8 points. Petit 1, aller. Petit 2, faire. Petit 3, transfert 106 Skoda vers. Petit 4, déposer Skoda. Petit 5, emmener elle. Petit 6, nettoyer. Petit 7, jeter. Petit 8, rentrer. C'est un peu énigmatique. Lui dit qu'il a écrit cette liste juste après avoir étranglé Estelle pour organiser la suite. Mais s'il a écrit cette liste avant le crime, alors c'était prémédité. Alors c'est un assassinat. On finit par retrouver le corps d'Estelle Veneux 1 mois et demi après le meurtre, en avril, coincé dans des branchages sur les rives de la Loire, à 50 kilomètres de là où il dit l'avoir jeté. Et le juge ordonne une autopsie, naturellement. Elle n'a pas été facile, puisque le corps est resté 1 mois et demi dans l'eau. Mais je vous confirme qu'elle a été étranglée. Mais dans la foulée, une deuxième autopsie ouvre une piste terrifiante. Nous avons trouvé de l'eau dans les poumons, ce qui ouvre l'hypothèse selon laquelle elle a été jetée vivante dans le fleuve, même si, à notre avis, elle serait de toute façon décédée des suites de l'étranglement. Plus l'instruction avance, et plus ça s'aggrave pour Bader. Le procès a lieu en février 2023 devant la cour d'assises d'Angers, 5 ans pile après le crime. Et il est marqué par le témoignage de la petite Eva, qui a maintenant 11 ans. Elle n'a pas voulu se retrouver face à son père, alors elle témoigne en vidéo depuis une salle juste à côté. Et c'est déchirant. Maman est arrivée à la maison. Elle est tout de suite venue me voir. Avec lui, ils ont parlé d'un dossier pour la maison. Et ils ont commencé à se disputer. Je les ai suivis dans le salon. Et là, il a mis ses mains autour du cou de maman. Il l'a fait tomber sur le canapé. Et il s'est mis sur elle comme si c'était, je sais pas moi, un cheval. Et c'était comme s'il appuyait fort, quoi. Comme s'il poussait quelque chose de lourd. Et moi, je pleurais. Je hurlais. Je voyais à un moment les pieds de maman bouger. Et après, je les ai plus vus bouger. J'ai demandé si ça allait bien. Il m'a dit qu'elle était juste fatiguée. Les minutes qui ont suivi étaient très longues. Moi, je voulais ma maman. Normal.
J'avais peur pour elle. Il m'a dit que maman, elle était plus là, et qu'elle était partie. Et maintenant, à cause de lui, moi j'ai plus de maman. Elle ajoute qu'elle ne veut plus jamais revoir son père, qu'elle le déteste. L'avocat général requiert contre Bader 30 ans de réclusion criminelle assortie de 20 ans de sûreté. Il est presque entendu par les jurés. 30 ans, assorti de 18 ans au lieu de 20 ans de sûreté. Avec une peine complémentaire. La Cour ordonne que vous soyez déchu de votre autorité parentale sur la petite Eva au profit de la sœur de la victime. Il ne fait pas appel. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Andelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui un miracle, un vrai. Une histoire absolument unique, l'histoire d'une petite franco-comorienne de 13 ans qui s'appelle Baya et qui, un matin de juin 2009, prend l'avion pour les Comores et se retrouve le soir même, seule survivante du crash de son avion. Elle a passé 10 heures accrochée à un bout de fuselage dans l'océan Indien et on l'a retrouvée. Une histoire que j'ai écrite avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Andelatte. Cette histoire, au début, c'est l'histoire toute simple d'une petite Comorienne de France, Baya Bakari, qui en juin 2009 s'apprête à découvrir ses racines, le pays d'où viennent ses parents, les Comores. Elle a 13 ans, elle est née en France, elle habite une cité HLM de Corbeil-Essonnes, en région parisienne. Elle n'est jamais allée sur la terre de ses ancêtres. Jamais. Trop cher. Mais cette année, ses parents ont cassé la tirelire. Et ce matin, elle embarque à Paris avec sa maman. Elle laisse derrière elle son père et ses 3 petits frères. C'est la première fois. Et ce soir, elle et sa maman seront tous les deux à Moroni, la capitale des Comores. Ce soir, Baya va rencontrer pour la première fois ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, toute cette famille qu'elle a vue tant de fois en photo et en vidéo, mais qu'elle ne connaît pas. Quelle journée! Quel voyage! Ça commence à 4 heures du matin, dans le HLM de Corbeil-Essonnes, quand l'oncle Youssouf sonne à l'interphone. Vous êtes prête? Allez, on y va, je vous attends en bas. L'oncle Youssouf les accompagne à Roissy, mère et fille, avec sa Ford Fiesta. Et c'est le début d'une longue journée, car il n'y a pas de vol direct entre Paris et les Comores. Et la maman a pris les billets les moins chers. Elles voyageront sur Yemenia Airways, une compagnie du Yémen. Et donc elles feront d'abord Paris-Sanaa, la capitale du Yémen, avec une escale à Marseille. Ça, c'est incontournable. Il y a beaucoup de Comoriens à Marseille. Et là, elles changeront d'avion pour faire Sanaa, Moroni, sur l'île de la Grande Comore. Pendant les 2 premiers vols, Paris-Marseille et Marseille-Sanaa,
Baya a les yeux grands ouverts. Elle prend l'avion pour la première fois. Elle ne veut pas en louper une miette. Mais quand elle embarque à Sanaa, au Yémen, pour le dernier vol en direction des Comores, franchement, elle en a marre. 14 heures qu'elle a quitté Paris. Il est plus d'1 heure du matin. Il lui tarde d'arriver. D'autant que ce dernier avion, un Airbus A310 pourtant, est beaucoup moins confortable que les 2 précédents. Les sièges sont tout serrés, il y a des mouches dans la cabine, et ça sent les toilettes du premier au dernier rang. L'avion décolle. Le vol se passe normalement. Et ça y est, on approche. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Moroni dans quelques instants. Merci d'avoir choisi Yemenia Airways pour ce voyage vers les Comores. Nous espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Il est 1h55 du matin. Et par le hublot, Baya voit les premières lumières de l'île de ses ancêtres. Elle est toute émue. C'est de là qu'elle vient. Et là, d'un coup, une première secousse, puis une deuxième, plus forte, les moteurs qui se mettent à rugir, une troisième secousse encore plus forte. Baya voit les hôtesses assises à l'avant de l'avion, terrorisées. Et là, une secousse encore plus forte que les autres, qui envoie valdinguer Baya sur le hublot, et sa mère qui lui crie « Tu colles pas au hublot! Tu vas te casser le nez !» La suite est un immense fracas. L'Airbus A310 de la Yemenia Airways vient de s'écraser en mer. Je suis en pleine mer, seul, accroché à une bouée. Mes vêtements sont lourds, mes chaussures pèsent 1 tonne. Elles me tirent vers le fond. Les mouvements que je fais pour rester à la surface me font mal à l'épaule et à la hanche. Mes jambes me brûlent. J'agite les bras, je bats des mains pour garder ma tête hors de l'eau, pour continuer à respirer, à vivre. Il fait nuit noire, une nuit d'encre, sans lune. Mais j'aperçois 4 débris blancs qui flottent pas loin de moi. Je parviens à nager vers le plus grand, dont la surface a l'air suffisamment importante pour que je puisse m'asseoir dessus. Je n'ai jamais été à l'aise dans l'eau. Je sais nager. J'ai appris. Mais déjà quand on allait à la piscine avec l'école, je n'étais pas rassuré. À ce moment-là, Baya ne pense pas 1 seconde que l'avion s'est écrasé. Elle pense qu'elle est tombée de l'avion. Elle n'a absolument pas conscience que tous les autres sont là, autour d'elle, quelque part, morts, ou peut-être vivants. Elle pense que sa mère est restée là-haut. Elle lui avait dit de ne pas se coller au hublot. Elle n'a pas obéi. Elle est tombée de l'avion, seule. Et pourtant, il y a ces débris autour d'elle. Il y a ce morceau de fuselage sur lequel elle est couchée. Il y a cette odeur d'essence aussi épouvantable qui lui brûle la gorge. Tous ces signes que l'avion s'est écrasé. Mais elle ne réalise pas. Elle a tellement envie de dormir. Elle se sent comme tirée vers le sommeil. Elle résiste, hein. Elle ne doit pas dormir. Les vagues sont trop fortes. Si elle dort, elle ne tiendra pas 1 minute sur son radeau de fortune. Alors pour se tenir en vie, elle pense à Badiane, sa petite sœur, à Badrou et Badawi, ses petits frères. Et puis, elle finit par s'assouper. Et donc la disparition de cet Airbus A330 de la compagnie Yemenia cette nuit. Un avion qui s'est donc écrasé entre le Yémen et les Comores avec 147 personnes à bord. Il s'agit d'un Airbus qui avait décollé de Roissy hier matin avant de faire une escale au Yémen. Quand Baya émerge à nouveau, un coin du ciel s'est éclairci. Elle veut bouger les jambes, en dessous de sa taille, elle ne sent plus rien. Est-ce qu'un requin lui a mangé les jambes? Elle se retourne, une douleur lui déchire le dos. Et maintenant, avec le jour, elle voit bien qu'elle est couchée sur un morceau d'avion. Il y a un hublot au milieu. Mais elle, à ce moment-là, quand le soleil se lève sur l'océan Indien, elle pense toujours qu'elle est tombée de l'avion. Que l'avion a dû arriver à Moroni. Que sa maman a dû alerter les secours, qu'ils vont venir la chercher.
même moment, Cassim, le papa de Baya, qui était boueur à Corbeil-Essonnes, s'est levé comme tous les jours à 3h30 du matin. Il va quitter l'appartement. Le téléphone sonne. Allô, Cassim? C'est Mama Gadia. Tu as allumé la télé? Non, je pars au travail, là. Est-ce que tu as des nouvelles, Cassim? Non, mais logiquement, elle doit être arrivée avec Baya, là. Eh bien, allume la télé, Cassim. Tu verras. Cassim allume la télé. Il zappe de chaîne en chaîne et il aperçoit un bandeau rouge en bas de l'écran. Un avion de la Yemenia Airways a disparu des écrans de contrôle. Expliquer aussi peu de temps après l'accident, c'est difficile, mais on voit bien que d'une part, il y a des conditions météo difficiles, avec en particulier beaucoup de vent, des rafales à 60 nœuds, c'est-à-dire environ 100 km/h. Ensuite, Cassim, le papa de Baya, est tétanisé. Il appelle en tremblant un cousin aux Comores. On n'a pas de nouvelles, Cassim. On est à l'aéroport, on attend. On a vu les lumières de l'avion passer là-haut dans le ciel, mais jusque-là, il n'est pas arrivé, Cassim. On sait rien. À Moroni, la rumeur que l'avion s'est écrasé commence à courir vers 2h du matin. Malgré la nuit, elle se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de Comoriens vont vers l'aéroport, en voiture, en vélo, en mobilette, à pied. Ils viennent aider, si besoin. Un avion de reconnaissance décolle, et à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la Grande Comore, il repère une nappe de débris, blancs, et des corps qui flottent sur la mer. Le crash est confirmé officiellement à 7h33, heure de Moroni. Il y avait 153 personnes à bord, personnel de bord compris, dont 66 Français. Les Comores sont pauvres. C'est donc l'ambassadeur de France qui prend les choses en main. On est tout près de Mayotte, et pas si loin de la Réunion. Il a demandé par radio à tous les bateaux français qui naviguent dans le coin de se rendre sur la zone le plus vite possible, sachant que la météo est mauvaise et que sur les lieux du crash, les vagues atteignent 5 mètres. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. Ondelatte raconte la suite de votre récit. Pendant ce temps-là, accroché à son bout de carlingue qui lui sert de radeau, Baya a froid. Terriblement froid. Et soif aussi. Elle a très mal à l'épaule, très mal au dos, très mal à l'œil gauche qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Et soudain, elle aperçoit comme posé sur l'horizon les montagnes de la Grande Comore. Elle reconnaît le grand volcan tout au milieu. Elle l'a vu tant de fois en photo. Et elle se dit, le courant va me pousser vers la plage. Je vais survivre. Je vais retrouver maman. Mais les heures passent. Et la Terre est toujours là, loin, trop loin. Et il n'y a pas de courant qui la tire vers la plage. Elle va mourir là, si près de la Terre, si près de sa Terre. Et une fois de plus, elle s'endort. À Moroni, le major Alemadi de la brigade du port se dit « Faut trouver un bateau le plus vite possible. Il faut aller sur place, on sait jamais, il peut peut-être y avoir des survivants. »
Vu l'état de la mer, il vaudrait mieux que ce soit un gros bateau. Et sur le port est amarré un cargo de la compagnie Simacom. Ils réveillent l'équipage. Ils sont d'accord. Et donc ils prennent la mer. Le bateau quitte le port de Moroni à 3 heures du matin. Et au lever du jour, les marins s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls. Partout autour, il y a des dizaines de petits bateaux qui, comme eux, se dirigent vers la zone du crash. Mais la mer est démontée. La plupart doivent faire demi-tour. Le cargo continue seul en direction de la position GPS qui a été transmise par l'avion qui a repéré les débris. À 11h30 du matin, les marins du cargo voient des bagages qui flottent, et puis des rangées de sièges, et un bout de la dérive. Ça y est, ils sont sur zone. Et maintenant, il faut ouvrir l'œil. Le cargo navigue maintenant au milieu des débris et des cadavres. Et soudain, là-bas au loin, un marin croit apercevoir une forme. Regarde là! On dirait un corps! Un corps posé sur un morceau de la carlingue, ballotté par les vagues. Il se met à crier. Oh hé! Oh hé! Et c'est incroyable. Le corps se met à bouger. Une tête se soulève. C'est une jeune fille. Elle leur répond par un cri de joie et de détresse mélangée. Le bateau s'approche autant qu'il peut, mais il est ballotté par les vagues. Alors ni une ni deux, l'un des marins, qui s'appelle Libouna Selemani Matrafi, retenez son nom, c'est un héros, se déshabille. Il va quand même pas plonger. C'est trop dangereux. Il plonge. Sa tête disparaît dans l'écume. Elle réapparaît. Il nage de toutes ses forces en direction de la rescapée. L'équipage lui lance une bouée au bout d'une corde. Libouna l'attrape. Il est maintenant à 1 mètre de la petite rescapée. Il lui agrippe enfin le bras. Ne bouge pas! Laisse-toi faire, on va te ramener! À l'autre bout, les marins se mettent à tirer sur la corde, et la rescapée est tissée sur le pont du cargo. Mais pendant la manœuvre, Libouna a lâché la bouée. Il s'éloigne. Il est emporté par le courant. Le commandant remet les gaz, il s'approche de Libouna, il lui lance une nouvelle bouée, et finalement, le héros est récupéré, à bout de force. Comment tu t'appelles? Aya Bakari. Et de quel village es-tu? De New Mazara Bambao. Baya est née à Corbeil-Essonnes, en région parisienne. Mais elle vient de donner spontanément le nom du village de ses parents, aux Comores. Le commandant prévient le port de Moroni. Nous venons de repêcher une survivante. Nous la ramenons au port. Et la nouvelle fait tout de suite le tour du monde. Merci d'écouter Europe 1, il est 14h. Les infos, c'est avec Virginie Salman. Et il y aurait un survivant à l'accident de l'Airbus A310 qui s'est abîmé en mer la nuit dernière au large des Comores. Et vous, Sébastien Krebs, vous venez de joindre pour Europe 1 l'un des 3 bateaux qui effectuent en ce moment les recherches dans la zone du crash. Oui, le Simacom qui patrouille depuis 3 heures ce matin. À son bord, le sergent de gendarmerie Saïd Abdillahi. Il raconte avoir repéré assez tôt les premiers débris, puis des corps et une survivante âgée, selon lui, de 14 ans. À 4 heures pile, on a trouvé une jeune fille qui a à peu près 14 ans. Elle est comorienne, elle s'appelle Bakari Baya. Et dans quel état de santé elle est, cette jeune fille? Elle tremble. Donc on l'a mis 4 draps, comme ça va. Elle est en bonne santé, c'est ça que vous nous dites? Oui, ils vont bien parce qu'ils parlent. On est en train de discuter. On a lui donné de l'eau chaude, sucrée. Il a commencé à nous répondre des questions. On a lui demandé seulement le nom, le village. On va lui amener à l'hôpital urgent. À Corbeil-Essonnes, Kassim, le père de Baya, apprend la nouvelle par un ami gendarme qui l'appelle de Moroni. Allô, Kassim? Ta fille? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Baya Bakari? Alors c'est elle? Alors c'est elle quoi? Kassim,
Ta fille, elle est vivante. Un marin sur un bateau de commerce l'a trouvée dans l'eau. Il l'a ramenée à Moroni. Mais t'en es sûr? Enfin, tu l'as jamais vue, ma fille? Si j'en étais pas sûr, je te le dirais pas. Elle a dans les 14 ans. Hein, elle a dit aux marins qui l'ont repêchée qu'elle s'appelait Baya Bakari et elle a donné le nom de ton village. Ça peut être qu'elle. Le cargo de la Simacom met 9 heures dans une mer démontée pour arriver au port de Moroni, où l'attend une foule qui veut voir la miraculée. Baya est évacuée sur une civière vers une ambulance qui l'amène à l'hôpital de Moroni. Sur le bateau, elle a demandé plusieurs fois des nouvelles de sa maman. On lui a dit « Ne t'inquiète pas, Baya, ne t'inquiète pas. » À son arrivée à l'hôpital, Baya, épuisée, s'endort. Et quand elle se réveille, elle n'est pas au milieu de l'océan, elle est dans un lit d'hôpital et elle a mal partout. La première phrase qu'elle prononce, c'est « Je veux voir ma mère !» Le médecin-chef entre dans la chambre. Il est accompagné d'une dame. « Bonjour, Baya. Je suis psychologue. Tu sais, Baya, il est normal que les survivants d'une catastrophe aient un suivi psychologique. Tôt ou tard, tu peux te sentir coupable d'être l'unique survivante d'un crash aérien. L'unique survivante? Mais de quel crash parle-t-elle? Baya ne comprend toujours pas. Elle est toujours accrochée à son scénario irrationnel. Elle est tombée de l'avion. Où est ma mère? Pourquoi ma mère n'est pas avec nous? Tu sais, je crois pas qu'on ait retrouvé ta mère. On n'a retrouvé que toi, Baya. Tu es la seule survivante de cet accident d'avion. Baya écrit dans son livre que ce choc fut bien plus violent que tout ce qu'elle a vécu jusque-là, plus violent que les heures de détresse passées en mer. Sa maman est morte, elle est la seule survivante de tous ces gens qui étaient dans l'avion avec elle. En France, les radios et les télés parlent en boucle de la miraculée de la Yemenia Airways. Kassim, son père, vient de la voir au téléphone. Il m'a dit que papa, j'ai vu l'avion tomber dans l'eau, se trouver dans le noir, j'entends des gens parler, mais je vois personne. Et du coup, je savais pas. J'ai regardé aux alentours, il y avait un truc, je me suis accroché au truc jusqu'à l'arrivée des secours. Pour l'instant, je crois pas qu'il imagine ce qui vient de se passer. Parce qu'au téléphone, on voyait pas une petite fille qui a la voix qui tremble, il parle tranquillement, mais avec un souci, bien sûr, parce que voilà. Je sais pas si ça va. Je sais pas. Physiquement, on m'a dit que ça va. J'espère y aller au plus vite. Baya est rapatriée à Paris par un Falcon ministériel français. À l'arrivée, elle est transportée à l'hôpital Trousseau, où elle est admise dans l'unité des grands brûlés, parce qu'elle a des brûlures un peu partout, plus une clavicule cassée et une plaie à l'œil gauche. Quelques jours plus tard, oh surprise pour Baya, le président Sarkozy débarque dans sa chambre. « Bonjour Baya. Tu sais ma petite Baya, je viens d'avoir Carla au téléphone. Elle est très émue par ce qui t'arrive. Franchement, elle voudrait vraiment te rencontrer. Tu viendras à l'Élysée avec toute ta famille, hein? » Aujourd'hui, Baya attend toujours son invitation à l'Élysée. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.